pour résumer le cours de la semaine dernière, j'avais donné un exercice à faire. L'énoncé de l'exercice est: un échantillon provient d'une profondeur de 10 mètres. Le profil du terrain est constitué de 4 mètres de sable sec à 18 kN par mètre cube en termes de poids volumique. Puis la nappe phréatique à 3 mètres de sable saturé à 20 kN par mètre cube. Et enfin, on va retrouver l'argile à 20 kN par mètre cube. Les données de l'essai eudométrique sont les suivantes. Voici les résultats de cet essai. On nous donne l'indice des vides ainsi que ses contraintes. On nous demande de décrire la coupe hydrologique du terrain. Ensuite, quelle est la nature de l'échantillon prélevé. Et une fois qu'on a la nature de cet échantillon, on demande de représenter la coupe de compressibilité relative à cet essai. Donc, le groupe 3 a la parole pour présenter les solutions du groupe 3. La première question, c'était écrire la coupe lithologique du terrain. D'après les données de l'exercice, qu'est-ce qu'on a fait? On voit que le terrain est composé de 3 couches. La première couche est constituée de 4 mètres de sable sec. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette couche? Dans cette couche, la pression interstitielle est nulle et les déformations sont directement liées aux variations de charge appliquées. La deuxième couche est constituée de 3 mètres de sable saturé. Les déformations sont liées à la variation des contraintes effectives. La dernière couche, qui est la couche la plus profonde, elle est constituée d'argile. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur cette couche? Les formations de cette couche proviennent de variations des contraintes totales de la pression de l'eau. Pour la deuxième question, on nous a demandé quelle est la nature de cet échantillon prélevé. Puisque l'échantillon prélevé est d'une profondeur de 10 mètres, la nature de cet échantillon est agileuse en fait. La troisième question, on nous a demandé de présenter la courbe de compressibilité eudométrique relative à cet essai. Dans l'exercice, on nous a donné les données suivantes, l'indice des vides et les contraintes effectives. Pour tracer cette courbe, on utilise la plateforme Excel, comme on peut voir sur le schéma. On a en ordonnée les indices de vide et en abscisse le logarithme des contraintes effectives. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette courbe? Nous avons séparé quelques régions de cette courbe juste pour donner quelques petites explications concernant la courbe. Sur la partie AB, qui est plus ou moins linéaire, à pente faible, il y a une faible variation de volume. Et si on prend la partie BC et C2, la pente est plus ou moins prononcée. On peut dire que ça est lié à une grande variation de volume. Et la variation de volume est directement liée à la variation de l'indice des vides. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme mot-clé dans cet exercice? Et c'est eudométrique et compressibilité eudométrique, le résultat d'apprentissage. On a appris vraiment quelque chose sur Jamboard. C'est la première fois qu'on a utilisé cette plateforme. Félicitations. Je vous rappelle que chaque groupe a au maximum 5 minutes. Michel, tu as la parole. Dans la première question, on nous a demandé de présenter la coupe lithologique du terrain. Dans les données, on nous a dit que le sol se présente sous 3 couches. Une première couche de sable sec avec une épaisseur de 4 mètres. Une deuxième couche de sable saturé qui contient un aquifère, qui contient une nappe. C'est un sol saturé avec une épaisseur de 3 mètres. Ensuite, et une troisième couche d'argile plus profonde. Donc, on n'a pas donné la profondeur. Donc, en gros, c'est ça et la coupe lithologique du terrain, 3 couches. La première couche, une couche de sable sec de 4 mètres, une couche d'aquifère sableux saturé de 3 mètres et une couche d'argile plus profonde. Maintenant, pour la deuxième question, on nous a demandé de donner la nature du sol. Étant donné que le prélèvement a été fait à une profondeur de 10 mètres, et selon les données de l'exercice, on sait que les 7 premiers mètres, c'est du sable. Et à partir de 7 mètres, nous avons l'argile. Donc, avec une profondeur de 10 mètres, on peut conclure que la nature du sol, c'est un sol argileux. Pour la troisième question, on nous a demandé de tracer la courbe de compressibilité eudométrique du sol. Donc, pour ce faire, nous avons utilisé l'outil Excel. Nous avons placé en ordonnée les indices des vides et en abscisse le logarithme des contraintes effectives. Donc, ça nous a donné la courbe que voici. Ce qu'on peut dire de cette courbe, c'est qu'elle a une première partie plus ou moins linéaire. Malheureusement, on n'a pas noté les points, mais on voit que la première partie est plus ou moins linéaire et il y a une deuxième partie qui est plus ou moins linéaire aussi. Donc, à partir d'un moment, la variation de l'indice des vides augmente beaucoup plus rapidement avec la pression. Ça nous indique un changement de volume significatif. Maintenant, pour les mots-clés, on a retenu l'essai hydrométrique, la compressibilité des sols, l'hystérésis et le tassement. Comme résultat d'apprentissage,
nous avons pu apprendre à tracer la courbe oedométrique d'un sol à partir des données de l'indice des vides et de la contrainte effective. Nous avons appris aussi à utiliser un nouveau logiciel Jamboard. Ça, c'est la première fois que j'entends ce logiciel-là. C'est intéressant. Merci au groupe 2 et groupe 4, vous avez la parole. Dans le problème, on nous a demandé de déterminer la couche lithologique d'un terrain qu'on a préalablement donné, qu'il est constitué de sable sec et de sable saturé et d'argile. À partir du prélèvement, on observe qu'on a 4 mètres de sable sec, par la suite 3 mètres de sable saturé et enfin 3 mètres d'argile. Comme on le présente ici, c'est ainsi que se présente notre coupe lithologique. Étant donné que notre devoir est basé sur la compressibilité et le tassement des sols, on a essayé d'expliquer un peu la nature de ces différentes couches face au chargement du sol. Par exemple, on a le sable sec qui a une forte perméabilité et étant donné que le sable est très sec, on aura seulement un tassement immédiat et pas de tassement secondaire parce qu'il n'y a pas trop d'expulsion de l'eau. Par la suite, pour le sable saturé, il y a non seulement tassement immédiat, tassement à consolidation primaire et secondaire. En fait, le sable, on sait que le sable, étant donné que la perméabilité est très grande, il se tasse vraiment rapidement. L'expulsion de l'eau se fait très rapidement, mais par contre, pour la dernière couche qui est l'argile, on a une très faible perméabilité. En cas de chargement du sol, l'expulsion de l'eau se fera progressivement dans le temps. Maintenant, pour la nature de l'échantillon de sol, on a, comme mentionné dans l'énoncé du problème, on a une coupe lithologique de 10 mètres et donc de 4 mètres de sable sec, de 3 mètres de sable saturé et de 3 mètres d'argile. Étant donné que la coupe lithologique elle est composée non seulement de sable près de 7 mètres à partir de 10 mètres et également de l'argile, on peut conclure qu'on a un sol sablo-argileux. La troisième question était de déterminer la courbe oedométrique. On sait que la courbe oedométrique, c'est une courbe semi-logarithmique qui porte en abscisse les contraintes et en ordonnée l'indice des vides. Donc, en utilisant les données mentionnées dans le problème, on trouve ainsi la courbe oedométrique. La courbe oedométrique, il est constituée d'un premier palier AB qui est une droite inclinée et d'un deuxième palier CD qui est une droite inclinée. On remarque que ces deux paliers-là sont reliés par une courbe BC. Il y a une certaine incurvation pour relier ces deux droites. Donc maintenant, d'après le cours, on a vu qu'à partir de la courbe oedométrique, on pourrait également déduire la contrainte de préconsolidation. Cette contrainte est obtenue par l'intersection à la tangente des droites AB et CD. Et en procédant ainsi de suite et en projetant l'intersection de ces deux tangentes, on trouve ainsi notre contrainte de préconsolidation. Étant donné que dans le sol, on a donné les contraintes effectives, les contraintes pour chaque type de sol, on a procédé ainsi à déterminer la contrainte effective à 10 mètres. Et c'est lorsqu'on obtient la contrainte effective à 10 mètres, on compare la contrainte effective avec notre contrainte préconsolidée et on voit que cette contrainte est inférieure à la contrainte préconsolidée. C'est pour ça que l'on dit que l'on a un sol sable argileux surconsolidé. Donc maintenant, pour les mots-clés, la oedométrique, la consolidation et la compressibilité et surconsolidation ou sous-consolidation. Maintenant, pour les résultats d'apprentissage, à l'aide de cet essai, on a appris qu'à partir de l'essai oedométrique, on peut facilement construire deux courbes oedométriques et à partir de cette courbe, on peut non seulement trouver la contrainte de préconsolidation et déterminer éventuellement le comportement de notre sol au tassement. Félicitations au groupe 4. Myrtil, tu as la parole en tant que rapporteur du groupe 5. Selon les données de l'exercice, on a une 3 couches de sol. La première couche se trouve à une profondeur entre 0 et 4 mètres. C'est un sable sec, perméable. Entre 4 et 7 mètres, on a un sable saturé. À partir de 7 mètres, on a de l'argile. La nature de l'échantillon, puisque le prélèvement a été fait à 10 mètres de profondeur, et à partir de 7 mètres, on a de l'argile. Donc, on peut dire que la nature de l'échantillon, c'est un sol argileux. Maintenant, pour la courbe oedométrique, en abscisse, on a les contraintes appliquées et en ordonnée, on a les indices de vide. On donne les indices de vide en fonction du logarithme des contraintes appliquées. On voit que cette courbe présente deux parties. Une première partie qui a une pente faible, qui a une faible variation de volume du sol, et une autre partie qui a une pente prononcée, c'est-à-dire qu'il y a une grande variation de volume due aux contraintes appliquées. Pour les mots-clés, on a le tassement, la compressibilité, la consolidation, l'évolution des contraintes dans le sol, la perméabilité, l'essai oedométrique et la courbe oedométrique. Enfin, comme résultat d'apprentissage, on a appris à mesurer les déformations
tassement des sols en fonction des contraintes appliquées au sol et en fonction du temps sous charge constante. Merci au groupe 5. Martin, tu as la parole. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la déformabilité des sols. Dans le cadre de ce chapitre, plusieurs expressions ont retenu notre attention, parmi lesquelles la perméabilité qui traduit la capacité pour un matériau de retenir de l'eau à travers les vides qu'il y a dans ce matériau. Nous avons vu aussi la déformabilité, qui est la capacité pour un matériau de se déformer sous l'action de charge appliquée, et aussi les essais de compressibilité ou essais oedométriques. À partir de ces essais, nous avons pu tracer une courbe, qui est la courbe oedométrique, qui traduit la réalité de la déformation du matériau sous l'action de ces charges. Pour le devoir, il y a une première question qui demande de faire la courbe lithologique d'un terrain. À partir des données qu'on a eues par rapport au profil du terrain, nous avons d'abord une couche supérieure qui est perméable. Elle est composée de sable sec. Ensuite, il y a une surface piézométrique entre cette couche et une couche intermédiaire. La couche intermédiaire est formée par un sable saturé en eau. Et enfin, nous avons une couche inférieure faite d'argile. C'est ça la coupe lithologique. Ensuite, on nous a demandé de déterminer la nature de l'échantillon prélevé. Étant donné qu'on a prélevé l'échantillon à 10 mètres, la nature est évidente, c'est de l'argile. Donc, on a un rapport avec un sol très fin. Maintenant, pour la troisième question, on a demandé de tracer la courbe oedométrique. La courbe oedométrique est une courbe qui fait correspondre le logarithme des contraintes effectives à l'indice de vide sous l'action des contraintes. Et pour cela, on a apporté en abscisse le logarithme des contraintes et on a donné l'indice des vides qui nous a donné la courbe telle qu'elle sur le schéma. Pour les caractéristiques de cette courbe, elle est décroissante. D'une part, il y a une partie où les indices de vide varient très lentement par rapport à l'augmentation des contraintes. Ensuite, il y a une partie intermédiaire, un peu incurvée. Et ensuite, il y a une autre partie linéaire où la contrainte varie plus rapidement. Après avoir fait le devoir et après avoir lu le cours, qu'est-ce qu'on a vraiment appris? On a appris qu'il y a plusieurs phénomènes qui expliquent la déformabilité des sols. C'est-à-dire la quantité d'eau qui se trouve dans le sol a une influence, la capacité du matériau à se déformer en lui-même et puis le réarrangement des particules. On voit que si le sol est sec, il y a d'abord une déformation qui se fait assez rapidement. C'est une consolidation qui est due à la déformation des particules sous l'effet de la charge. Et ensuite, il y a une déformation qui se fait de plus en plus progressivement. C'est une déformation qui se fait après le réarrangement des particules. Merci au groupe 1. Félicitations à tous les 5 groupes. Vous avez fait du bon travail. Je suis fier de tous les groupes. Tous les groupes ont répondu aux 3 questions posées à travers ce groupe-là.